nous allons entendre Eva Jospin. Eva Jospin est une de nos plus grandes artistes qui a une carrière, si on peut employer ce terme, en expansion permanente. J'ai eu la chance de rencontrer Eva Jospin en 2012. Eva Jospin avait montré dans 2 galeries basses du château ces extraordinaires forêts de carton dont vous apercevez la silhouette ici sur l'écran. Nous avons continué l'aventure parce que Chaumont est toujours un laboratoire ouvert à des projets nouveaux. En 2018, quand Eva Jospin a réalisé une folie dans le parc historique du domaine, une folie dont je souhaite que vous puissiez la découvrir à un moment dans la journée où elle est passée du carton au béton. Enfin, elle nous en parlera différemment. Et en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir une œuvre permanente d'Eva Jospin ici à Chaumont-sur-Loire. Alors, Eva Jospin est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Elle a travaillé beaucoup sur des paysages forestiers et architecturaux. Vous êtes lauréate du prix de l'Académie des Beaux-Arts en 2015. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis. On s'y est rencontrés en 2017. Et vous avez évidemment, ceux qui sont ici le savent peut-être, eu de nombreuses expositions en France, au Palais de Tokyo, à la Cour Carrée du Louvre, à l'abbaye de Montmajour. Pendant le voyage à Nantes, enfin, vous êtes présente dans de nombreux endroits et vous avez également beaucoup travaillé en Italie. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Eva Jospin, en tout cas à Chaumont, c'est qu'on est souvent dans le pourquoi pas. Et peut-être qu'un jour, un nouveau pourquoi pas prendra forme à Chaumont-sur-Loire. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour. Alors, je ne suis pas du tout habituée à ce... J'ai l'impression d'être Madonna, que je peux faire des trucs... bon, voilà. Ici, on est libre. Voilà. Et je suis aussi, généralement, juste pour vous prévenir, plus habituée, finalement, à discuter dans le cadre plutôt d'une conversation ou avec un modérateur. Je ne suis pas une habituée de la prise de parole solitaire. Donc, je vais dérouler le fil de mes pensées, mais ce sera peut-être un peu décousu. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je suis très contente d'être ici parce que c'est vrai que Chaumont, c'est un lieu important pour moi. Parce que c'était une des premières expositions, enfin, dans les premières expositions en 2012, qui était le début un peu de cette aventure pour moi et de montrer mon travail. Et Chantal m'a fait une belle place dans le château et ça a été l'occasion de faire connaître parce que c'est vrai qu'on a besoin de se faire connaître. Et puis j'ai eu un rêve un peu, une petite envie que j'ai suggérée à Chantal et qui l'a accueillie avec plaisir, qui était de réaliser cette première folie architecturale qui ne parle pas trop de racines, mais qui prend quand même racine ici à Chaumont, puisque c'est plutôt inspiré de la question des grottes. Et je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur le début du travail, parce que c'est vrai que tout est parti de la forêt. Mais il y a un PowerPoint avec des images qui défilent, je ne les contrôle pas vraiment, elles sont là, elles nous accompagnent. Et c'est vrai que depuis, il y a vraiment eu l'idée d'avancer comme dans une promenade. C'est-à-dire, je suis partie du bois, qui a été le cœur battant du travail et le début, je dirais, de mon parcours artistique le plus fécond, parce que je crois qu'avant d'arriver à cette forme sylvestre, j'étais plus en train de chercher mon chemin que de le trouver. Et donc, évidemment, symboliquement, utiliser la forêt dans l'idée que toutes les routes possibles sont offertes à nous à 360 degrés, c'était aussi une façon de me trouver. Donc, il y avait une recherche aussi de soi à l'intérieur de ce sujet et qui depuis a évolué beaucoup vers la question notamment du paysage, du jardin et des folies architecturales
qui sont des formes qui me séduisent particulièrement, parce que justement, elles ont quelque chose de la symbiose dont parlait Francis Martin juste avant, et on va en reparler de ce terme de symbiose, justement parce qu'elles accueillent la main de la nature et la main de l'homme, et on perd un peu la trace de ce qui est la main de la nature et ce qui est la main de l'homme, et particulièrement dans la question des grottes, puisque c'est très étrange de s'amuser à créer des fausses grottes quand il y en a des vraies. Donc je vais aussi aborder pour vous et avec vous la question de l'artifice, parce que c'est vrai que moi, mon travail se situe au niveau de la représentation et de l'artifice, et pas vraiment de l'alchimie comme un Giuseppe Pennone, par exemple, ou d'autres artistes du land art qui travaillent avec le vivant ou avec la nature. Moi, je travaille plutôt sur le sujet, le motif du paysage, plutôt que avec la matière, mais la question du matériau, elle est aussi très importante. Donc voilà, petite introduction générale, et je vais reprendre. En fait, la question du paysage m'intéressait beaucoup, mais c'est vrai que j'ai commencé à travailler autour de ces forêts il y a à peu près, je dirais, une quinzaine d'années maintenant. Et c'est arrivé avec plusieurs questionnements, en fait. C'est que, au fond, j'avais envie de changer d'échelle dans mon travail, de commencer à travailler sur des sculptures beaucoup plus monumentales. Et évidemment, immédiatement, s'est posé la question des moyens. Et donc, ça a été un peu presque, je dirais pas un hasard, mais j'ai été attrapée par ce sujet. Parce que je venais de changer d'atelier et j'avais gardé tous les cartons du déménagement de l'atelier précédent qui me faisaient de l'œil dans un coin de l'atelier, comme ça, c'était une pile. Et déjà, j'avais, dans des œuvres de tout petit format, créé des espèces de dioramas, en fait. Donc vraiment, l'idée de la couche et de cette superposition. Et en travaillant, en arrivant dans cet atelier, ça a été un moment de crise, en fait, parce que je pense que j'avais déjà un peu plus de 30 ans, je m'étais diplômée des Beaux-Arts, j'avais déjà eu 2 enfants, mais je sentais qu'au fond, voilà, le chemin artistique était complexe, j'avais pas encore trouvé complètement mon langage, et parce qu'au fond, il fallait que je réunisse 2 mondes. Et c'est la forêt et ce thème-là qui m'a permis de croiser 2 formes qui m'intéressaient profondément, la question de la figuration, de l'architecture, justement du paysage, et en même temps toutes les expérimentations sur la matière qu'avait permis ce grand bouleversement qu'il y a eu dans l'art contemporain à partir du début du XXe siècle, et la façon dont en fait on a complètement désacralisé les matériaux pour les faire rentrer un à un dans le champ de l'art, de multiples formes, de multiples façons. Et donc il y avait déjà eu ce débroussaillement en fait par des artistes qui ont opéré cette désacralisation du matériau, et donc c'est pour ça que je pouvais tout d'un coup utiliser le carton comme une forme finalement qui me permettait une immense liberté, parce qu'il était disponible, gratuit, c'est une source infinie. Il y en a malheureusement, c'est une source infinie. C'est-à-dire que tous les jours, on en consomme et on en jette. Et je trouvais que c'était aussi intéressant d'utiliser un matériau industriel, mais qui est un des seuls matériaux industriels auxquels on peut se référer et qui suscite immédiatement un imaginaire pour nous. C'est-à-dire qu'on fait 3 associations d'idées: carton, papier, arbre, forêt. Alors que la plupart des matériaux de notre monde contemporain sont des formes complètement obscures. Je vous parle dans un micro, je ne sais pas très bien ce qu'il y a là-dedans. Donc le premier monde construit par les hommes, finalement, il est très proche de la nature, parce qu'on peut sourcer les matériaux qu'on utilise. On sait à peu près quelles sont les 2-3 transformations qui font qu'on peut faire du verre, qu'on peut faire de la chaux, qu'on peut faire voilà, des charpentes. Et donc, le monde qu'on construit, il est quand même toujours issu et proche de la nature, même s'il s'agrandit.
Et puis, il y a un moment avec la révolution industrielle, et en partie la pétrochimie, et puis les nouvelles technologies, etc. Là, tout d'un coup, ça devient un monde complexe et un monde qui devient beaucoup plus obscur et abstrait. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir ce matériau qui est un peu un symbole de notre monde contemporain et industriel, et de cette grande va-et-vient des matériaux, enfin des objets sur la planète et qui sont transportés de tous les côtés du monde, mais qu'en même temps ce soit ce matériau-là qui nous emmène finalement le plus poétiquement possible vers un retour à l'origine, et donc de créer comme ça cette espèce de grand cycle, mais je dirais dans un geste profondément inutile, puisque j'extrais une toute petite quantité de cette masse qui circule de carton sur la planète, et puis je fige une forme comme un retour aux sources vers la forêt, mais qui est évidemment une forêt artefact, une forêt artificielle, et qui ne repoussera jamais, à part évidemment dans nos imaginaires. Pourquoi le thème de la forêt m'est apparu si important? D'abord, c'est parce qu'il restait profondément mystérieux, c'est-à-dire qu'il y avait un véritable appel de la forêt, c'est vrai, et que quand un sujet nous attrape, ce qui est particulier, c'est justement d'avoir l'impression qu'on ne va jamais arriver au fond de ce que ça représente. Alors aujourd'hui, on en a un peu parlé grâce à Francis Martin sur la partie vraiment scientifique de cet environnement, mais il y a aussi tout plein d'autres choses que la forêt représente pour nous. Et c'est aussi un point de contact avec les gens qui viennent regarder les œuvres, parce que la forêt est un des rares thèmes qui est à la fois quelque chose de profondément universel et en même temps qui représente étrangement l'intimité. Donc on est dans un point où on peut partager quelque chose de profondément commun et avoir l'impression qu'on va aux sources de nous-mêmes, puisque la forêt est d'une certaine façon, ça peut être l'inconscient, mais en même temps on observe aussi que le système rhizomique de la forêt est aussi, il y a une analogie corporelle avec notre propre façon d'être constitué, les synapses du cerveau, les veines, le système veineux de notre corps ressemble aux racines qu'on a pu voir ce matin dans des belles illustrations. Et puis, le fait même d'utiliser des outils, et que je sois aujourd'hui là pour vous parler de mon travail, mais parmi les milliers de millions d'artistes qu'il y a eu avant moi et d'artisans qui sont passés par la main, ça, c'est l'arbre, c'est la trace de notre origine dans les arbres, puisqu'il fallait avoir cette capacité de préhension que nous avons développée et qui fait qu'on a développé un énorme champ autour. Donc cette idée de la main et l'arbre et la capacité à fabriquer, façonner, elle est directement issue de cet élément-là, plus qu'un autre. Et évidemment, c'est vertigineux d'imaginer ce lien. Donc, on voit qu'en fait, la façon dont je travaille la forêt, c'est vraiment depuis le fond jusqu'à la première couche. Et finalement, ces couches sont autant symboliquement toutes les couches que la forêt représente. Et notamment, une autre chose qui m'a toujours assez fascinée, c'est le fait que pour nous, les arbres sont donc immobiles, puisqu'ils ont ces racines, et que finalement, on s'est nous-mêmes immobilisés pour créer des villes et des jardins, et on est devenu un peu des arbres aussi dans notre façon d'être beaucoup plus sédentaire, pour se lier peut-être aux sources de la nature en la cultivant. Et donc cette sédentarité au départ, elle est pas tant que ça humaine, mais c'est aussi, la forêt, elle est aussi mobile, puisque sans la flottaison du bois,
on ne serait pas parti à la découverte du monde pour le pire et pour le meilleur. Mais c'est vrai que si maintenant on connaît toute la planète, on sait qui habite cette planète et on s'est tous rencontrés les uns les autres, même si c'est un phénomène qui est dans le temps et la présence humaine sur Terre relativement récent, bah c'est grâce aux arbres, parce que il n'y avait pas d'autre moyen de se rencontrer. Donc c'est vrai que cette forêt, elle est aussi une forêt mobile, et elle n'est pas qu'immobile, en tout cas pour nous. Voilà, donc toutes ces choses-là ont fait qu'il y a vraiment cette histoire de couches qui s'accumulent et dont je ne vois pas le fond, heureusement, et c'est pour ça que ce thème continue de me fasciner et je continue à pouvoir l'explorer au fil du temps. Je vais vous parler un petit peu plus de la façon dont je travaille les œuvres, mais j'aimais aussi la possibilité en fait de jouer sur la question du contraste entre représenter quelque chose qui, on le sait aujourd'hui, est un environnement fragile, mais représente un temps de vie 10 fois, voire encore plus 20 fois supérieur à notre temps de vie, puisque il y a des arbres qui ont 500 ans, 800 ans, il y en a même des plus anciens que ça, et il y a des débats sur les plus vieux arbres du monde qui peuvent même avoir 1000, 2000 ans. Là, j'interroge. Voilà, donc, et notre temps humain très court, donc c'est intéressant de travailler sur un sujet qui représente quelque part ce temps, mais ce temps qui est peut-être compté et qui nous inquiète, et en même temps dans un matériau qui ne passera pas le temps. Donc de jouer sur ces contrastes entre la supposée solidité par une forme fragile. Et il y a une autre aussi question qui m'a beaucoup intéressée aussi ce matin, c'est la question de la part invisible de la forêt. Parce que, et c'est certainement pour ça que la forêt représente l'inconscient, puisque c'est la part invisible de notre cerveau qui nous envoie des signaux, mais on n'a pas toujours, on a du mal à les interpréter, justement. C'est toute la fascination de ce sujet-là. Et c'est vrai que la part invisible, elle travaille aussi dans mes œuvres sur la part visible, c'est-à-dire que la façon dont je construis les œuvres, il y a autant le vide que le plein, c'est-à-dire que l'ombre constitue l'œuvre autant que la forme du carton. Et donc, l'air et l'espace est ce qui va aussi faire vibrer pour l'œil ce qu'on est en train de regarder. Et il y a aussi une espèce de folie du détail, accumulation du détail dans chaque œuvre, qui fait qu'en fait, on n'aura jamais le temps de regarder tout ce qu'il y a dans l'œuvre. Et donc, c'est une façon, en fait, en saturant ce que l'œil peut percevoir, de créer de l'invisible, puisque vous regardez une œuvre que vous ne pouvez pas voir complètement. Il y a un moment dans le déroulement des images, une œuvre que j'avais faite pour la Cour Carrée du Louvre, qui reprenait le principe des panoramas du 19e siècle. Donc le panorama, l'idée du panorama, c'est de tout voir, contrairement au paysage qui délimite. Et en fait, ce tout voir, c'est une mission impossible, puisque évidemment, on n'arrivera pas à embrasser tout ce qui est représenté. C'est ce qui va pouvoir permettre, je l'espère quand ça fonctionne, aux personnes qui regardent les œuvres de commencer à cheminer à l'intérieur d'elles pour se créer leurs propres images. Et donc, c'est vrai que une bonne partie des œuvres que je crée sur la question du thème de la forêt, mais aussi sur la question de l'architecture, des grottes et de cette idée du jardin et de promenade, et bien évidemment, j'essaye en fait de créer des espaces qui sont comme des lieux que l'imaginaire peut habiter. Donc moi, j'ai un certain nombre de références qui peuvent être des références à des peintures, à des espaces qui me touchent, à des périodes de l'histoire, à des représentations. Mais le principe quand même, c'est qu'on n'a pas besoin d'être chargé de ces connaissances ou de connaître exactement quelles sont mes références pour pénétrer les œuvres.
parce que j'essaye de créer quelque chose qui est de l'ordre du déjà vu ou du refaire. Et donc quand on a déjà perçu une forme qu'on peut reconnaître, comme la forêt par exemple, ou comme un désordre architecturaux que je réinvente, en fait on est dans un espace qui est déjà familier, donc on ne se pose pas forcément la question de savoir ce que moi j'ai voulu représenter et quel est le message de l'œuvre, mais au contraire, moi je cherche à créer un espace dans lequel on peut pénétrer et projeter ses propres images mentales, puisque au fond, une grande partie de ce qui me préoccupe, c'est aussi en partie la question de la mémoire et du fait que la mémoire se conserve mal et qu'elle se conserve bien plus facilement grâce à la nature et grâce à la géologie que grâce aux humains et à nos récits. C'est-à-dire que nos récits sont très très vite parcellaires. On peut remonter, on ne remonte pas beaucoup en arrière sur notre propre histoire. Donc on bâtit des cultures, on bâtit des gestes qui se transmettent, notamment grâce à la transmission de toute la façon dont on façonne le monde, mais très vite on perd la trace. Et au contraire, si quelque part on est capable de remonter plus loin et de comprendre un peu mieux comment cette planète a été habitée, c'est pas seulement grâce aux arbres, mais en tout cas grâce à la géologie et à des phénomènes naturels qui ont mieux conservé finalement notre mémoire que nous-mêmes, même si on a envie de créer des immenses mausolées, qu'on s'imagine que l'art et les génies et les grands poètes resteront pour toujours, mais non. Et comme les forêts de chênes, elles n'étaient pas les mêmes il y a 500 ans, elles ne seront pas les mêmes dans 500 ans. Il y a justement cette mobilité permanente, cette impermanence en fait des choses, et je crois que justement j'ai envie de créer des espaces qui finalement parlent du récit à trous finalement, des manques du récit, des manques de la transmission, pour que ça suscite à nouveau un possible imaginaire en nous. Alors là, je vais commenter juste cette image parce que c'est vrai qu'il y a là donc la forêt, la grotte, mais la serre aussi m'intéresse beaucoup, puisque ça c'est un projet que j'avais fait, que j'ai fait à Milan. C'est une œuvre pérenne et qui, comme ici à Chaumont, et c'est une serre qui s'appelle, le projet s'appelle Microclimat, et l'idée c'était de créer cette serre avec une nature figée à l'intérieur. Donc finalement, la serre, c'est aussi comme un jardin, puisqu'on décide ce qu'on va y mettre. Sur ce projet, la question justement de la grotte m'intéresse aussi beaucoup, parce que quelque part, j'ai un peu dans ma tête ces deux espèces de visions qui seraient des formes d'architecture archaïque, entre la forêt avec l'idée de la colonne, du pylône, et puis la canopée qui serait le toit, et la grotte aussi, comme l'idée du dôme. Et donc, il y a vraiment dans ces deux environnements une espèce de rappel un peu archaïque de comment on va réinterpréter ensuite pour fabriquer nos villes, nos mondes et nos habitats. Et c'est aussi deux espaces, deux lieux qui sont très très souvent les lieux de récits de naissance des mondes. Donc il y a beaucoup de récits mythologiques où la création des humains, ou du monde naît dans une forêt ou naît dans une grotte. Ce qui est intéressant aussi dans les mythes, et c'est pour ça que certains m'intéressent beaucoup, même si je ne cherche pas à faire une œuvre narrative, c'est que les mythes ne sont jamais justifiés. Ça, j'aime bien ça, c'est que le mythe donne une explication, mais ne dit jamais ne justifie pas son explication. Donc c'est un pur récit qui nous est offert, qu'on peut accepter ou pas, mais voilà. Alors que la science, justement, quand même se bute sur le moment où on ne peut plus expliquer, mais cherche à repousser
la limite de l'explication, alors que le mythe, pas du tout. Il se donne tel quel et il est en fait quelque part dans la conséquence. C'est-à-dire on observe certains phénomènes, donc on imagine que ces phénomènes sont la conséquence d'un événement qui a provoqué ce qu'on observe du monde aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des formes d'explication du monde et ça reste quand même notre tiraillement. C'est qu'on ne se contente pas de ce qui est devant nous, on veut le comprendre, on veut l'interpréter, on veut le représenter, donc à travers par exemple évidemment des œuvres artistiques. Je vais prendre un petit peu d'eau. Et voilà, et c'est vrai que moi, dans ma position par rapport au travail que je fais, c'est surtout pas de délivrer un message. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, finalement, les œuvres sont suffisamment parlantes, parce qu'elles ne sont pas très compliquées à comprendre, pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur et faire une libre association qui raconte évidemment l'inquiétude dans laquelle on est face au réchauffement climatique, mais qui ne s'en contente pas. Parce que si une œuvre n'est qu'un slogan, une pancarte pour dire attention, coupez pas des arbres, c'est pas bien, il vaut mieux aller militer dans une association écologique. La question n'est pas... L'artiste doit forcément travailler un matériau qui laisse une part de mystère, qui laisse une part interprétative et qui finalement accumule aussi plus de complexité dans son rapport au monde et dans la description du monde. Donc j'ai toujours fait très attention à ne pas, malgré cette question qui est devenue tellement primordiale, ne pas facilement tomber dans cette seule explication du travail, parce que ce serait aussi réduire une forme de liberté et qui est très importante pour moi. Et je pense aussi que c'est important de comprendre sa place comme artiste et notamment de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est vrai que, par exemple, la tentation de s'imaginer un monde végétal anthropomorphe, elle est très belle, parce que c'est un joli récit. Mais moi, je ne m'empare pas de ce récit, parce que ce n'est pas mon sujet, mais si je m'en emparais, et si les artistes s'en emparent, et notamment aussi parfois les philosophes, il faut quand même faire attention de préciser que c'est impossible qui fructifie l'imaginaire, mais scientifiquement, il faut quand même faire attention de bien délimiter le débat scientifique là où il se passe et laisser aussi les scientifiques débattre entre eux. Visiblement, il n'y a pas d'accord et il n'y en aura jamais. C'est tout l'intérêt de la science. Et ne pas tout confondre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un rapport à la nature parfois qui est très étrange, parce que on comprend la fragilité de la nature, on comprend le fait que on est dans un monde totalement connecté, on comprend des liens invisibles qui ont été expliqués précédemment par des mythes, par des formes plus animistes par rapport à nos religions, mais il faut faire attention de ne pas justement de ne pas en faire un récit pseudo-scientifique, parce que là, on aurait un problème. Il faut quand même bien distinguer ces mondes-là et ne pas se recréer un nouveau monde un peu imaginaire dans lequel on défendrait les forêts uniquement parce qu'elles fonctionneraient comme nous. Je veux dire, on n'a pas besoin de penser que ce sont nos pareils pour les défendre. Je crois qu'on est quand même plus intelligent que ça. Donc ça, c'est quand même une chose dont j'avais envie de parler, et puis évidemment de débattre avec vous, parce qu'il y a plein d'avis et plein de façons de penser cette chose-là. Et voilà, donc bon, je ne sais pas, peut-être on peut commencer aussi à discuter, si vous avez des questions aussi à me poser. Mais c'est vrai que, juste pour un peu conclure, je ne vais rien vous apprendre sur les arbres, du tout. Parce que finalement, on est dans la même position, à part les quelques
plus scientifique ou renseigné, en fait, on est dans un monde sensible. On est touché par la beauté, bien sûr, des forêts, par ce monde qui reste complètement opaque et mystérieux. Et il se trouve aussi que souvent, on remarque dans l'histoire de l'art que quand un sujet revient en premier plan, c'est souvent parce qu'il y a un questionnement scientifique autour de ces sujets. Par exemple, moi qui suis une grande fan des grottes baroques, le moment où on crée des grottes artificielles baroques, c'est aussi un moment où il y a un regain d'intérêt pour comprendre la géologie. Elle est assez mal expliquée, les clés ne sont pas toutes trouvées, mais il y a souvent quand même des ponts entre les découvertes, les nouvelles découvertes sur un sujet et la façon dont les artistes en emparent, parfois de façon complètement fantaisiste par ailleurs, et c'est ça qui est merveilleux, et il faut laisser cette part-là. Mais c'est vrai que le sujet de la forêt que moi j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, il s'est trouvé qu'il y a eu en même temps, bien sûr, toute la question de la préoccupation sur la fragilité de ces écosystèmes, mais en même temps un immense renouvellement de la science sur ces sujets, et avec des avancées qui ne sont pas tranchées, qui sont en ce moment, mais il y a eu, en même temps, ça a été intellectuellement extrêmement foisonnant et riche de s'intéresser à ce sujet. Mais de mon point de vue, j'ai toujours fait attention de rester dans l'espace de l'imaginaire et de la représentation, d'être nourri par tout ce que ce sujet est devenu, par tous les apports nombreux d'artistes, de scientifiques, mais aussi de philosophes, de Chantal aussi, absolument, enfin, et de tous les gens qui sont sensibles à ce monde, mais ça peut être des forestiers, des cueilleurs, enfin, voilà, c'est un monde d'échanges extraordinaire dans lequel voilà, je reste quand même à ma place. Et puis, justement, je dirais que la forêt, je la représente toujours à la lisière. Donc, au fond, peut-être que moi aussi, je reste un peu à la lisière. Et puis que finalement, dans sa forme esthétique, elle a quelque chose d'un peu pétrifié. Et je crois que certaines personnes, dont je fais partie, sont un peu pétrifiées. C'est-à-dire que on ne sait plus très bien, pour certains, où se placer dans l'action. Parce que certains sont vraiment en train d'agir, d'autres de se désespérer, et puis d'autres sont un peu à la lisière, sont un peu pétrifiés par ce qui se passe, et c'est un sentiment qui nous envahit, et qui est aussi important à représenter et à raconter. C'est certainement pas suffisant, il faudrait arrêter de se pétrifier et peut-être plus bouger, mais pouvoir échanger sur cette sensation d'effroi qui nous enfin voilà, on a vu la Gorgone, quoi. On s'arrête de terreur. Je pense que c'est aussi important que ce soit là pour aussi tous les gens qui se sentent bouleversés par cette question et en même temps ne savent pas du tout comment s'y prendre, ce qui est un peu mon cas. Donc je crois que je l'ai exprimé aussi dans ma façon de travailler. Voilà. Mais pour finir sur une envie plus concrète, moi j'ai un rêve d'artiste que j'espère pouvoir faire un jour, qui est de faire mon jardin et de justement convoquer dans mon jardin d'autres acteurs qui ne seraient pas forcément les acteurs esthétiques du jardin, parce que j'ai l'intention de façonner l'esthétique de mon jardin comme je me l'imagine. Mais en tout cas, c'est sur ce sujet, j'ai des conversations, mais justement avec Chantal, avec certains botanistes, avec certains philosophes, avec des gens du monde de l'art aussi qui ont cet intérêt, même parfois du monde de l'entreprise, qui ont cet intérêt autour de cette question du jardin, pour créer voilà, un lieu qui accueillerait finalement toutes les sculptures que vous voyez, mais on en a un petit exemple à Chaumont, mais dans une totale autre échelle. J'aimerais commencer à travailler ce jardin pas trop tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va voir. Et puis le travailler toute ma vie. Donc
vraiment comme un jardinier, et accueillir dans ce jardin toute la pensée de quel est cet espace au fond, qui est évidemment complètement contrôlé par nous, complètement décidé par nous, mais en même temps changeant et fragile et un exercice de modestie, et en même temps qui est aussi un pendant de la ville, parce que le jardin va avec la ville. L'immobilité du jardin et sa délimitation est liée aussi à la sédentarité et à la sédentarité de la ville. Donc il y avait ce contraste comme ça, ville-jardin, qui m'intéresse beaucoup. Et donc c'est dans ce jardin que j'aimerais pouvoir accueillir justement des actions, des pensées sur comment faire aujourd'hui au mieux. Bien sûr quoi planter, mais pas seulement les espèces, mais aussi comment construire, comment amener les choses, comment on travaille avec l'eau, et essayer de faire de ce lieu un petit laboratoire où on essayerait à cet endroit-là de faire au mieux pour qu'on soit le plus en accord possible avec la question qui est urgente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de comment on construit, de comment on fabrique le monde. L'intérêt, c'est pas de ne plus rien faire, au contraire, ce serait trop triste, on va toujours créer des choses, mais donc comment on les crée, et ça, c'est une question qu'on doit intégrer à nos pratiques, et puis d'arriver à travers le jardin à cette symbiose dont on a parlé plus tôt, qui fait que la délimitation entre la nature et toutes les espèces qui vivent et la main de l'homme, cette frontière s'effacerait, et on aurait un peu cette poignée de main où finalement on ne comprend pas qui travaille quoi, et esthétiquement aussi les œuvres seraient aussi transformées par les plantes qui les habitent, le vent, l'air, l'eau, pour arriver à cette fusion. Et donc c'est ça mon rêve d'artiste. Donc j'espère qu'un jour on fera là une conversation dans le jardin qui sera créée. Voilà. Et je fais oui, et cette œuvre, oui, il y avait plein de choses à dire encore, parce que le balcon aussi, bon. Et il y a quand même cette herbe, une œuvre qui s'appelle Herbe, et qui parle aussi de ce sol et de ce qu'il y a dessous, et qui est assez mystérieux aussi. Voilà. Bon, je m'arrête pour vous, si vous avez des questions, parce que sinon ça va être trop décousu. Il y a une chose que je voudrais dire avant qu'émerge la première question, c'est qu'on oublie, nous sommes tous passionnés ici par les arbres, par la forêt, par l'art, mais 80% des gens vivent en ville et n'ont pas cette relation privilégiée que nous avons, cette envie de... Ils sont encore plus désarçonnés que nous. Parce qu'ils ne connaissent pas les noms des arts, ils ne connaissent pas la manière dont cela fonctionne. Donc nous avons tous ensemble, scientifiques, artistes, philosophes, vraiment un combat, une mission pour faire partager ces préoccupations, mais qui ne soient pas simplement cette angoisse paralysante que sèment les médias dans les esprits. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Eva, on se dit tu, puisque... Voilà, je suis la jeune femme depuis longtemps. Et tu as dit, j'aimerais faire mon jardin. Et puis tu as tout de suite ajouté, mais mon jardin à ma façon. C'est-à-dire que tu es la maîtresse du jardin. Oui. Et tu recrées. Et quand tu dis c'est ma nature, ces choses en carton, en fait, c'est pas la nature, c'est tes mondes que tu crées. Oui, oui, bien sûr. Et je me demandais si tu préférais les mondes créés par les artistes ou les tiens, la nature créée par les artistes, représentée par les artistes, si tu n'aimais pas plus ça que la vraie nature. Voilà. Non, mais alors, disons que, en réalité, je regarde vraiment les deux. C'est-à-dire que pour créer les œuvres, par exemple, moi, je ne reproduis pas les plantes, je les invente. Mais je regarde, quand je me promène dans une forêt, je regarde énormément le sol, parce que le sol, dans mon travail, c'est ce qu'il y a de plus complexe à représenter. Parce que, évidemment, la silhouette d'un arbre, on la reconnaît immédiatement. Mais comment représenter le sol d'une forêt ? Justement, c'est toute cette imbrication entre des feuilles, des branches,
des racines qui sortent, des champignons, des choses en décomposition, etc. Et donc pour moi, dans la forêt, je regarde beaucoup par terre. Je regarde assez peu les feuilles parce que j'ai pris la décision un peu drastique de ne pas mettre trop de feuilles dans mes forêts, sinon je ne pourrais même pas venir vous parler, je serais encore en train de faire chaque feuille. Parce que ça prend déjà tellement de temps que du coup je me suis plus attachée à la structure de la forêt, sa structure architecturale, que à ses cimes et à ses frondaisons, on va dire. Donc pour moi, le réel est une source d'inspiration profonde et il se situe dans ces deux extrémités, c'est-à-dire la grotte et la forêt, et où je regarde réellement la géologie et je regarde réellement la façon dont les choses s'imbriquent dans une forêt. Et après, mes forêts préférées récemment, c'est évidemment les forêts de montagne, parce que là, on a le minéral et l'arbre en même temps. Donc je regarde pour retranscrire, puisque je ne fais pas de croquis sur place, je fais très peu de photos. Quand je fais des photos, c'est un bout de racine qui s'est mis dans une forme particulière, parce que la nature est toujours bien plus inventive que nous. Et donc ça, c'est vraiment les deux pôles qui sont, j'ai dit archaïsme, mais comme un espèce de fond, un lit de rivière, des racines qui sont le lit de l'inspiration. Et ensuite, il y a toute la forme fabriquée, ornementale, et le lien qu'on a avec l'invention du paysage, mais aussi la question des ordres architecturaux, qui souvent sont des résidus de formes liées au végétal, notamment, bon, je veux dire, les colonnes corinthiennes. Donc on est quand même, enfin la colonne, le chapiteau d'une colonne, c'est un arbre. Donc il y a plein de choses comme ça. Et par exemple, un certain nombre d'éléments qui sont dans les ordres architecturaux, notamment les triglyphes, etc., étaient des éléments en bois dans les temples grecs qui ensuite ont été reproduits en marbre parce que ces temples étaient sacrés. Il n'y avait plus aucune, comment dire, ça n'était plus du tout pour une fonction constructive, mais au contraire comme une réminiscence parce que c'était des lieux sacrés. Et dans les mythes, évidemment, moi je suis particulièrement intéressée aussi par la forme du nymphée. Et en fait, les nymphées, ces sources où il y aurait voilà, des déesses et des nymphes, elles étaient au départ, paraît-il, on ne le saura jamais de source sûre, mais paraît-il, chez les Grecs, elles se trouvaient réellement dans des bois. Ça n'était pas encore des constructions. Puis, ça sort de la nature pour devenir des constructions. Et ensuite, on arrive comme ça à toute l'histoire du jardin, de sa représentation, qui parfois aussi est une représentation évidemment picturale, mais parfois aussi tissée, notamment la nature et le paysage est beaucoup représenté dans la tapisserie, parce que souvent la tapisserie raconte des cycles de saison, des cycles de chasse. Donc, moi, j'ai aussi beaucoup regardé les tapisseries au départ, parce que souvent c'était des formes sylvestres, donc j'étais intéressée de comprendre comment c'était fait. Et ensuite, voilà, donc ensuite il y a toute cette idée de faux qui est un point crucial de la culture européenne, parce qu'en fait on a besoin de passer, ou on a eu besoin de passer par le faux, par une forme de refabrication du monde, sans en faire une forme symbolique, mais en essayant de faire quelque chose qui est de l'ordre de l'imitation, mais qui est aussi faux que quelque chose de symbolique. Une imitation n'est pas plus vraie qu'un symbole, elle est aussi fausse. Mais pourquoi on a dû passer par l'idée de refaire proche du vrai? Ben certainement pour mieux le comprendre. Certainement parce qu'on cherche à l'appréhender, et c'est quand même quelque chose de fondamental dans notre expression en Europe. Oui, justement, moi j'avais une question sur ça, c'est-à-dire quand vous êtes revenu en forêt après avoir fait chacune de vos œuvres, vous avez continué à cheminer en forêt, et qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, parce qu'on peut dire, oui, à un moment donné, j'ai fait une forêt, voilà, un artefact de forêt, et on ne se pose pas la question de le pas d'après, vous en avez plusieurs, et donc à chaque fois que vous promenez en forêt, qu'est-ce que ça vous a apporté, l'œuvre d'avant? Est-ce que ça a changé votre regard? Est-ce que vous avez eu des interrogations différentes, ou est-ce qu'en fait, non?
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais en forêt et que je regarde des choses, alors parfois je re-regarde. C'est-à-dire je veux confirmer quelque chose que j'ai déjà vu. Et ensuite, j'essaye quand même parce qu'en plus, maintenant, dans l'atelier, je ne travaille plus toute seule. Donc, j'ai des personnes aussi qui travaillent avec moi. Et j'ai mis en place toute une espèce de forme, de façon de faire, de façonnage, entre guillemets. Mais c'est ce que font la plupart des artistes dans leur atelier. Ils créent leur façon et ils créent leur monde. Et ils créent une logique externe, finalement. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est ça qui est fascinant quand on pénètre le monde d'un artiste, c'est qu'il a généralement trouvé une façon et en même temps créé un contre-monde, et où la forme et le sujet s'entremêlent et sont toujours liés, enfin en tout cas la plupart des artistes qui m'intéressent. Et donc... c'est vrai que parfois je confirme en fait quelque chose que j'ai déjà observé, et je racontais qu'il y a des personnes qui travaillent avec moi, et donc j'essaye de raconter ma vision de comment ça se passe dans la nature. Donc je dis, j'essaie de décrire une branche qui pousse, mais peut-être c'est n'importe quoi ce que je raconte, hein, mais moi je le vois comme ça. Donc j'essaie de dire, c'est comme s'il y avait une ligne droite qui est perturbée. Donc la courbe, rien n'est géométrique dans la nature. C'est toujours ce que je dis. Il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de rond. Il y a des poussées qui sont presque des parallèles avec des déviations, des tensions, des torsions. Et j'essaye de trouver cette tension du geste qui donne la sensation d'une poussée, en fait. Et ça, c'est vraiment en observant les plantes et les arbres. Et je fais la même chose quand je travaille sur la question de la sédimentation et de la géologie, de sentir ces forces et ces poussées. Et j'essaye de les regarder pour les reproduire. Et je ne les reproduis pas exactement puisque c'est impossible. Donc j'essaie de trouver la juste tension dans le geste pour qu'on ait cette sensation qui soit proche du réel. Et je crois que je n'imite pas bien les formes des forêts, ni du minéral, mais j'imite peut-être assez bien leur tension, en fait. C'est peut-être ça qui donne l'impression du réel, plus que la forme elle-même. Donc vous parlez de pétrifier, pétrification, d'immortaliser quelque chose, même des tensions. Un jardin, c'est pas ça, c'est tout l'inverse, c'est le vivant. Il y a une origine, il y a une évolution. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce processus de... Oui, mais alors, moi, quand j'ai parlé de pétrification, je parlais d'une sensation, et c'est aussi parce que je suis fascinée depuis toujours, et je ne sais pas pourquoi, et j'ai fini par faire le lien des années après, par la figure de la gorgone. Alors, c'est tentaculaire, mais c'est racinaire aussi, et donc c'est vrai que cette idée de potentiellement être pétrifié, et peut-être qu'aussi c'est une angoisse humaine de se transformer en plante, en fait, de plus pouvoir bouger. Finalement, une forêt pétrifiée, c'est un petit peu presque... voilà, je veux dire, elle est immobile. Donc ça, c'était pas exactement ça que je voulais dire. Et cette sensation de pétrification, c'était plus raconter un sentiment face à l'urgence, et que parfois, on est sidéré par des choses qui se passent, et le risque, c'est de ne plus agir. Donc, et je pense, enfin, chez moi, c'est un sujet très profond. Le risque de l'inaction, c'est toujours quelque chose par lequel je me sens menacée. Et par ailleurs, la question du jardin, pourquoi j'ai envie de travailler aujourd'hui dans un jardin? C'est justement parce que ce qui s'y passera, c'est le contraire de ce qui se passe à l'atelier, puisque les jardins sont tout le temps en train de changer. En plus, souvent, ils ne vont pas dans la direction qu'on veut, parce que parfois, on a envie de faire une chose, puis ça ne marche pas du tout. Donc, il y a aussi... C'est vraiment le lait sur le feu, en fait. Il faut suivre, il faut regarder, etc. Et c'est aussi l'idée profonde de ce qui ne restera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de jardins historiques, parce que c'est très compliqué de garder dans la même forme un jardin. Il y en a très peu. Nous, on en a en France, parce que quelques jardins à la française ont été conservés tels quels, etc. Mais
Oh non, non, mais on en a. Mais je veux dire, il y a peu de jardins historiques. Et par exemple, une des personnes avec qui je discute sur cette question du jardin, c'est Marc Janson, qui est un botaniste, qui était enfin, je sais pas comment on dit, le directeur de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle. Et justement, lui, à travers les herbiers, il peut reconstituer des jardins historiques qui ont entièrement disparu et dont on n'a subsisté que l'herbier. Puisqu'entre-temps, la ville a avancé, elle a été construite. Donc le jardin, c'est forcément se mettre dans un espace qu'on sait mobile et qu'on sait potentiellement en mouvement, et peut-être qu'on ne restera pas. Et donc c'est très intéressant parce que c'est presque du... Je veux dire, voilà, c'est presque du spectacle vivant, finalement, un jardin. Voilà. Eva, je me demandais si la vision scientifique, le discours scientifique alimentait votre œuvre, ou au contraire, vous évitez à tout prix de vous plonger dans les ouvrages scientifiques, de cette représentation du monde qui est finalement différente de ce que vous tentez de représenter. Non, ça m'intéresse énormément quand c'est vraiment scientifique. Donc, je trouve ça passionnant. Maintenant, moi, je travaille un autre espace. Et justement, beaucoup d'artistes créent un lien entre l'art et la science. Moi, je m'en préserve parce que je trouve ça très dangereux. Enfin, pas dangereux, mais dangereux pour moi, parce que je risquerais de dire un certain nombre de bêtises, en fait. Et ce serait gênant. Donc, je reste dans un espace où je suis sûre que toutes les bêtises sont possibles, puisque je n'affirme rien de scientifique, justement. Et je trouve que... Non, je m'intéresse beaucoup à la question scientifique, même si c'est vrai qu'on est un peu perdu, parce qu'il y a 20 000 versions, donc c'est pas évident de se déplacer à l'intérieur. Mais je trouve quand même très important de rappeler, comme vous l'avez fait, qu'on ne peut pas tout romantiser scientifiquement. Je veux dire que la science est un domaine précis où on ne peut pas tout plaquer dessus. Et parfois, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont beaucoup de succès, qui sont un peu à la limite et qui, pour moi, ne sont pas vraiment toujours bien énoncés, parce qu'on ne sait pas exactement si on est dans la science, les sciences humaines ou la science. Voilà, c'est un peu un mélange des deux. Alors ça peut être très intéressant, mais parfois c'est très affirmé et ça peut ajouter à la confusion du monde, là où en fait on a besoin de connaissances. Donc je suis assez curieux de voir si vos prochaines racines porteront des mycorhizes. Alors moi je suis une fan du lichen, j'avoue, et c'est une des formes fongiques que je trouve la plus belle, parce qu'elle prend des couleurs que je trouve merveilleuses. Et donc, en faisant la grotte ici à Chaumont, j'espérais pouvoir trouver une recette pour faire venir du lichen. Alors, il y a des gens qui vous disent le yaourt, c'est ça. Et non, le lichen vient s'il vient. Donc, on ne peut pas le domestiquer, malheureusement. Et c'est une des raisons pour lesquelles le béton est aussi dans nos matériaux de construction problématiques mais intéressants. Un beau matériau parce qu'il accueille justement ces formes, là où énormément d'autres matériaux de la construction contemporaine ne les accueillent pas. Donc c'est des matériaux qui vont vieillir de façon très intéressante avec l'environnement. En tout cas, les vignes vierges et le lierre ont gagné la grotte. Bien. Et elles se végétalisent petit à petit. Alors, il y a une question d'Olivier. C'est pas une question, mais pour essayer d'apporter... Oui, c'est une question, c'est parfaitement juste. Et voilà, l'art n'est pas la même chose que la science. C'est un autre point de vue, c'est un autre track. Ça ne veut pas dire que les artistes ne soient pas passionnés par la science. Comme chacun sait, il y a des artistes qui sont absolument... qui lisent tout. Mais sauf qu'après, quand vient la création, il s'agit d'une autre affaire, en fait. Ça serait ridicule de croire que les artistes soient comme les scientifiques, qu'ils apportent une autre connaissance, un autre savoir, une autre expérience, ne serait-ce qu'à la base. Alors aujourd'hui, la science s'est développée dans des tas de voies différentes, mais admettons qu'on reprenne la philosophie de la méthode expérimentale. Il est clair qu'il y a une pensée logique, un argument, une désignation. Dans les choses formidables qu'on a appris hier et aujourd'hui, il y a des noms, il y a un lexique, ça veut dire ça, c'est stable, etc.
l'art n'est pas passionné par ça, par la désignation lexicale. Moi, j'aime beaucoup cette idée, qui est ce qu'elle est, qui est que la réalité, c'est ce sur quoi on se met d'accord, lexicalement parlant. Ça, c'est ça. Ça, c'est défini comme ça, etc. Et puis, il y a ce qui, est, à mon avis, a parcouru tout ce qui a été dit et qu'on peut appeler autrement, qui est le réel, c'est-à-dire ce qui nous lie à la réalité, ce qui fait qu'il y a un observateur qui réagit, qui tout d'un coup rêve, qui tout d'un coup imagine à partir de ce qu'est sa recherche, son axe, son territoire. Et la réalité et le réel, c'est vraiment pas du tout la même chose. Le réel, c'est un mouvement permanent, c'est une accommodation permanente, c'est des hypothèses permanentes. La réalité, si on veut s'en sortir dans notre monde, il faut bien qu'on se mette d'accord si un verre est un verre, si ce champignon est un champignon, etc. Sinon, on n'arrive pas à vivre en société. Alors que le réel, c'est peut-être ce mouvement dont vous nous avez parlé pour la science, et alors c'est très important pour l'art, le mouvement que l'artiste a avec l'objet. C'était juste pour essayer peut-être de donner un exemple qui fait que tout de même, parfois, c'est étonnant comme il y a des démarches communes. Il y a un artiste tchécoslovaque qui vit en France, qui s'appelle Vladimir Skoda, un grand sculpteur, qui travaille la fonte, qui travaille des masses ou du miroir, etc. Et un jour, dans son atelier, on parlait de sa sculpture, et il me dit, tu vois, bien sûr, il y a cette masse de fonte avec ces incursions de cuivre dedans, et les gens voient la sculpture comme d'habitude, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut, autour duquel on peut tourner, qui a une présence. Mais dis-moi, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Tu sais, quand je sculpte la surface extérieure, quand je fais la fonte, puis après je modèle dans à l'extrême chaleur, et puis j'attends ça. En fait, moi, je sculpte ce que j'imagine du noyau du feu qui est à l'intérieur. Et mon rêve, ça serait que les spectateurs se disent, voilà, je vois cette matière, mais cette matière m'incite à penser, à avoir une hypothèse que, au fond, j'aimerais qu'ils voient le rougeoyant qui est à l'intérieur et qui était au début. Et quand il me raconte ça, bon, j'imagine que vous devinez, bien sûr, que ceux qui s'intéressent à l'astronomie, c'est pratiquement un parallèle de la définition qui est toujours en discussion, mais du trou noir. C'est-à-dire que l'accélération des photons, comment dirais-je, pas l'écrasement, l'effondrement de la masse de la matière qui laisse supposer que cet effondrement est produit par quelque chose qu'on ne peut pas observer et voir, mais qui physiquement est hypostasiable, c'est-à-dire ce fameux trou noir qui permettrait de comprendre une partie de l'existence en mouvement de la matière cosmique. Mais et je lui ai dit, c'est un peu midinette, mais je lui ai dit, mais Skoda, tu viens de faire un travail qui est tout proche de ce que font les astronomes. Alors il est allé voir les gens de l'Observatoire à Paris, ils ont travaillé ensemble. L'un a écrit des poèmes, hein, parce qu'il était aussi poète. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ces territoires différents, ces axes différents, arrivent en l'occurrence, à une conception, une hypothèse sur la matière qui sont assez proches, en fait. Alors quelles leçons en tirer, j'en ai aucune idée. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressante. Merci. Et je suis toujours intriguée quand je vois vos œuvres par justement le rôle de la lumière. Et je voulais savoir si, quand vous travaillez, vous pensiez déjà à comment ça va être éclairé. Enfin, on le voit beaucoup sur le travail que vous avez fait pour le Palais des Papes en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré ou quelque chose qui vient après, finalement ? Alors, pour les trois œuvres qui sont dans la Grande Chapelle en ce moment, dans l'exposition du Palais des Papes, les trois œuvres ont de la lumière intégrée. Et en réalité, les deux premières n'en avaient pas, mais comme celle centrale en avait,
Moi, je transforme tout le temps mes œuvres, donc il ne faut jamais me les redonner parce qu'elles ne ressortent pas du tout pareilles. Donc voilà, elles ne se pétrifient pas malheureusement, elles continuent à évoluer. Et donc j'ai réintégré de la lumière dans le cénotaphe, donc, qui est cette grande installation de 10 mètres de haut, un peu une chimère parce qu'il y a un rocher avec des arbres qui poussent comme un rocher qui pousse. Bon, on n'a pas abordé mon obsession pour l'architecture troglodyte, mais on ne peut pas aborder toutes mes obsessions parce que sinon on va passer la journée là-dessus. Mais voilà, donc oui, la lumière, dans ce cas-là, c'était intégré. Dans l'œuvre que j'avais présentée au musée de la chasse Galeria, c'était intégré aussi. Et parfois, au contraire, la lumière, elle n'est pas intégrée à l'œuvre, mais elle va jouer avec l'œuvre. Par exemple, sur la forêt, où il y a vraiment un travail de lumière pour recréer de l'ombre, puisque l'ombre fait partie autant de l'œuvre que la forme. Et à ce sujet-là, c'est vrai que pour revenir rapidement sur le matériau, c'est vrai que quand le travail de sculpture, c'est vraiment la question de la forme et de la lumière, comment la lumière va se déposer sur la forme, et c'est ça qui va quelque part faire vivre, activer cette sculpture pour nous, elle est dans nos yeux. Et il se trouve que le carton, c'est un matériau un peu extraordinaire pour quand on a envie d'aborder la sculpture, c'est parce que c'est un matériau qui contient sa propre ombre. Donc quand je le travaille, de façon verticale ou horizontale, par accumulation, les alvéoles créent de l'ombre, et donc c'est une masse qui continue à vibrer, pas seulement par sa forme, mais par sa structure même. Et c'est vrai que c'est une des raisons, en travaillant ce matériau, qui a fait qu'il ne m'a pas quitté, parce qu'en fait, c'est un matériau extraordinaire à travailler quand on veut justement qu'il y ait ce lien avec la lumière et l'ombre, puisqu'il contient sa propre ombre. Oui, mais par contre, moi, je trouve qu'il a tendance à absorber, donc finalement à devenir assez neutre, et je trouve que assez souvent, c'est l'éclairage en fait qui va le faire vibrer. Donc, vous voyez, moi, je le vois... En fait, oui. Non, mais quand on regarde vraiment en détail, en réalité, la façon dont je travaille, la façon de couper les biseaux, le sens du carton, est-ce qu'il est poncé, est-ce qu'il y a des trous dedans? Non, il y a ça. Et le ponçage change la couleur. En réalité, c'est presque plus proche de la marqueterie où on est dans une variation du même, mais qui est très foisonnante et très riche quand on s'y arrête. Alors évidemment, avec la lumière, ça devient encore plus théâtral, mais même sans lumière, moi, dans l'atelier, je ne fais pas d'éclairage particulier sur les œuvres, je travaille dessus, et donc c'est vraiment à la lumière du jour ce qui est en train de se passer sous mes yeux, et pour moi, ça va aussi. D'accord, Voilà. merci. Je vous en prie.